Comme annoncé il y a quelques jours, le président du Conseil européen, Charles Michel, est effectivement en visite au Bénin. Arrivé dans la soirée du jeudi 25 avril 2024, l'illustre hôte a été accueilli à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti par une délégation gouvernementale. Il a été reçu en audience ce vendredi 24 avril 2024 au palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon. Lors de leur tête-à-tête, les deux personnalités ont échangé autour de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne, notamment la construction des infrastructures dont la réhabilitation du port de Cotonou, l'approvisionnement énergétique, les opportunités pour la jeunesse et un soutien à la réponse sécuritaire. Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financement pour pouvoir fournir du matériel, des équipements destinés à la sécurité, destinés à la lutte contre le terrorisme, des équipements de type drone, de type véhicule, équipements pour collecter des renseignements également. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros, avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements, investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin qui sont très mobilisées pour protéger leur population. Il est à rappeler que l'hôte du chef de l'État béninois a effectué dans l'après-midi de ce vendredi une visite au centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution à Ouida, un centre dont la vocation est d'apporter conseil et assistance aux pays africains touchés par le problème des mines terrestres et munitions non explosées. Wilfried Léon Noubédi, porte-parole du gouvernement, formule des griefs au clergé catholique à propos du code électoral adopté il y a quelques semaines au Bénin. En effet, le jeudi 25 avril 2024, les évêques du Bénin ont tenu au Palais des Congrès de Cotonou un colloque sur le nouveau code électoral. Selon les organisateurs, l'objectif était de sensibiliser sur l'importance du vivre ensemble, de la paix et de la participation de tous à la vie sociopolitique et économique. Au cours de l'événement, le clergé catholique a souligné que ces éléments sont au cœur de toutes les lois et actions de développement national, y compris du code électoral. Une position qui a fait réagir le porte-parole du gouvernement qui n'a pas manqué de faire des remarques critiques. Je dis que je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être critiquable, voire condamnable dans la démarche. Vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile, se sont dépêchés de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple, de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que des députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis inviter pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. Et on peut s'attarder un peu sur l'histoire. On peut s'attarder un peu sur l'histoire de l'Église catholique, qui, elle, mieux que toute autre organisation, est bien placée pour comprendre la portée des réformes. Parce que pour que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, et pour que ses acteurs en soient fiers, il aura fallu, à un moment donné aussi,
le courage réformateur d'un certain Grégoire VII quand il arrive à la papauté, avec les mesures fortes, les réformes pour redorer le blason de l'Église. Or, toute chose que nous faisons aujourd'hui vise à faire quoi? Réhabiliter notre pays, faire en sorte que les pratiques changent dans le bon sens, qu'elles portent le pays vers le haut, vers l'avant. Même si sur l'instant, c'est difficile. Et les cléricaux peuvent revisiter l'histoire de l'Église, se rendront compte que quand les réformes se faisaient sous Grégoire VII aussi, c'était pas facile à vivre. Mais aujourd'hui, je crois que chacun d'eux est fier d'appartenir à cette grande famille qu'est l'Église catholique. Nous rêvons aussi que demain, passer le temps des querelles politiques, sur le moment, que tous puissent dire notre pays a progressé, nous y avons tous contribué d'une manière ou d'une autre, à travers nos réticences, à travers nos critiques, à travers les injures à ceux qui les faisaient, mais aussi à travers notre compréhension et notre accompagnement de cette dynamique. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. L'éducation de l'enfant, c'est à la fois tout lui donner pour son épanouissement. Il existe plusieurs moyens pour assurer une bonne éducation. Pour éduquer un enfant, on a beaucoup de méthodes pour une bonne éducation. Mais je pourrais dire que la première manière pour bien éduquer son enfant est basée sur la communication. La communication, cela voudra dire que quoi? J'aime mon enfant, je veux éduquer mon enfant. Je dois apprendre à passer du temps avec mon enfant. Je dois apprendre à l'écouter. Je dois apprendre à faire un dialogue à des moments donnés avec mon enfant. Un parent qui n'a pas l'habitude d'accorder du temps avec à son enfant, qui ne discute pas avec son enfant, il sera difficile à ce parent de contrôler son enfant. Vous voyez? Donc il sera vraiment difficile à ce parent de contrôler son enfant. Donc cela voudra dire que pour bien éduquer son enfant, il faut d'abord qu'il y ait la communication entre le parent et l'enfant. Qu'il y ait des temps d'échange entre le parent et son enfant. Le parent doit apprendre à écouter son enfant. Vous voyez? Donc, de nos jours, on a des parents qui sont vraiment, on a besoin de l'argent, on doit chercher de l'argent. On a des parents qui sont tellement concentrés sur le travail, le boulot et consorts et qui ne trouvent pas du temps pour passer avec les enfants. Ce sont ces enfants qui, malgré que les parents sont bien éduqués, mais ces enfants ne reçoivent pas l'éducation idéale pour pouvoir savoir vivre dans la société. La fessée, la chicotte, les coups sont des actes parfois commis contre les enfants dans le but de leur inculquer un savoir-faire. Des faits et gestes qui ne sont pas forcément une option idéale dans le processus éducatif des enfants. Très souvent, on a tendance à éduquer les enfants avec le châtiment corporel, par exemple. On a tendance à éduquer nos enfants lorsque je lui dis une telle chose, une fois, deux fois, il ne respecte pas. On fait recours au châtiment corporel. Mais on oublie très souvent que le châtiment corporel n'est pas un moyen idéal, n'est pas le moyen idéal pour éduquer son enfant. Alors il faut fixer des règles claires, c'est-à-dire des interdits, mais des interdits clairs. Il ne faut pas fixer des interdits qui dépassent les capacités de l'enfant. Les interdits clairs, les choses que l'enfant peut faire. Il faut apprendre à l'enfant ce qu'on attend de lui au fait. Donc il faut garder d'abord que quoi? Il n'y a jamais un mauvais enfant. Il n'y a pas de mauvais enfants. Mais il y a des mauvais comportements. Un enfant peut avoir des mauvais comportements, mais l'enfant n'est jamais une mauvaise personne. Donc on a tendance à dire que l'enfant il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Mais c'est le contraire. Il a des mauvais comportements. Il faut chercher maintenant comment faire pour pouvoir arracher ces mauvais comportements de cet enfant. C'est ce qui nous manque. Les parents ont tendance à classer automatiquement ces enfants comme ça. Comme il a ces comportements, il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Et on cherche des moyens maintenant pour pouvoir le ramener à l'ordre en faisant l'usage du châtiment corporel. Sans oublier que cet enfant qui est en train de subir le châtiment corporel va finalement commencer par te détester. C'est ça qui crée les cas de délinquants qu'on a de nos jours. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu l'amour parce que le parent est tellement dur à la maison. Moi, c'est le bâton, moi, c'est le bâton. Et ces enfants grandissent avec la rancune dans leur cœur. Ce qui fait que demain,
ce qu'ils vont développer dans leur foyer demain, c'est le châtiment corporel. Éduquer un enfant afin d'en faire un homme n'est pas une tâche aisée pour les parents. Juras Badonou prodigue ici quelques conseils. Pour mes chers parents, je pourrais dire que l'éducation de l'enfant, l'éducation des enfants, c'est une chose très très importante. Lorsque l'enfant rate son éducation, ça va agir sur lui dans la vie future. Maintenant, il faut s'assurer que l'enfant a réussi son éducation. Lorsque j'ai un enfant qui développe de bons comportements, je peux dire que j'ai réussi l'éducation de cet enfant. Maintenant, lorsque mon enfant développe de mauvais comportements, je peux totalement conclure que je n'ai pas réussi l'éducation de mon enfant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses qu'il faut faire, il faut trouver du temps à passer avec ses enfants. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut trouver des moyens de distraction créative pour les enfants. Éduquer un enfant exige des valeurs éthiques et morales, un savoir-faire dont doivent faire preuve les parents pour assurer un devenir meilleur pour leurs enfants. 3 points très essentiels étaient à l'ordre du jour. Il s'agissait entre autres des rapports d'exécution du comité exécutif, de l'adoption du programme d'activité de la saison 2024 et de la remise d'attestation d'affiliation au nouveau club. Le président revient sur le pourquoi de cette assemblée générale. Nous nous voyons ici aujourd'hui à mi-mandat pour faire le point. Mais après, il dit ce sera juste une réunion de famille comme on en a l'habitude au niveau du handball et que tout le monde nous envie. Je voudrais exhorter les uns et les autres à ce que nos assises d'aujourd'hui se passent ainsi et que nous continuions par donner ce signal qui constitue effectivement la famille du handball. Le rapport moral, le rapport financier et celui d'activité adopté par l'Assemblée, le président a tenu à saluer l'apport de tous les acteurs membres de la fédération avant de lancer cet appel. Aussi, voudrais-je m'acquitter d'un devoir de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué aux différentes réalisations de ces 2 dernières années. Le gouvernement de la République, dont le répondant direct est le ministre des Sports, non seulement pour son écoute et sa sollicitude renouvelée, mais aussi et surtout pour toutes les réformes entreprises dans le souci de faire du Bénin une nation sportive. À l'ambassade de France au Bénin, qui a initié et financé le projet Sport au féminin, qui nous a permis de relancer le handball féminin qui était en déclin. À la Confédération africaine de handball pour son appui ô combien inestimable à nos programmes et surtout à notre père à tous, le président Manzourou Aremou, pour ses conseils avisés et sa constante sollicitude. Au Comité national olympique et sportif du Bénin, avec à sa tête le président Julien Minavoa, pour son encadrement et soutien à notre endroit. Au président d'honneur Antoine Bonou et tous les membres d'honneur qui ne nous ont jamais marchandé leur soutien, conseil et appui. Je voudrais ici appeler à l'union sacrée de tous les acteurs pour la mobilisation des synergies au service de notre passion commune. C'est dire que dans le processus de développement de notre handball, nul ne sera de trop et chacun, quelle que soit sa position dans la famille, doit se sentir plus que jamais concerné. Représentant de Takouné Handball de Kandi, l'un des clubs affiliés, Idriss livre ici ses impressions. Oui, les impressions sont bonnes. Avoir une attestation d'affiliation pour une discipline sportive qu'on aime, je crois que c'est une grâce. Je ne peux que dire merci à la Fédération béninoise de handball, en l'occurrence à sa tête le président Sédhikou Karim, vraiment qui fait énormément pour la discipline. Désormais, je crois que ce que nous venons de recevoir ce matin, ça nous a beaucoup plus motivés et ça va nous permettre de forcer le travail. Ça pour que réellement aujourd'hui nous allons travailler, on sait qu'officiellement on est reconnu et que ça doit se constater sur le terrain. Une journée qui s'est soldée par une partie de handball dénommée les All-Star Games, mettant en opposition les équipes étrangères à celles locales dans la catégorie hommes et dames.
Quelques 4,2 millions de Togolais sont attendus aux urnes ce lundi 29 avril pour des élections législatives et régionales. Le double scrutin, reporté à plusieurs reprises, se déroulera sous l'ombre d'une nouvelle constitution, adoptée le 19 avril et marquant la transition du Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. La réforme adoptée par les législateurs stipule que le président sera désormais élu par le Parlement et non par le peuple pour un mandat de 4 ans. Un changement controversé que les opposants craignent permettra au président Faure Gnassingbé de perpétuer le règne de sa famille qui dure depuis des décennies. Alors que l'Union pour la République, le parti au pouvoir, est majoritaire au Parlement, le vote de lundi pourrait permettre à l'opposition de remporter plus de sièges, ce qui renforcerait son poids dans les décisions politiques majeures. Depuis la mi-mars, les inondations et les fortes pluies au Kenya ont causé la mort d'au moins 70 personnes selon le gouvernement, un chiffre 2 fois plus élevé que les rapports initiaux. Samedi, 8 corps ont été récupérés dans une rivière du comté de Makueni après qu'un camion transportant des passagers a été emporté par un pont submergé. Nous sommes ici et nous attendons que l'eau se retire pour que les jeunes ici présents puissent vérifier si des corps sont restés coincés dans le sable ou sous l'eau. Près de 20 personnes ont été emportées par les crues de la rivière. 11 personnes ont été sauvées et ce matin, nous avons pu sortir le camion. Des témoins ont indiqué que le camion transportait plus de 30 personnes lorsqu'il a tenté de traverser le pont inondé. Actuellement, au Kenya, c'est plus de 130 000 personnes qui sont affectées par les inondations. Notons qu'à Nairobi, 64 écoles publiques ont dû fermer. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation samedi concernant une attaque imminente sur Al-Fashir dans la région du Darfour du Nord au Soudan par les forces de soutien rapide. Cette préoccupation survient alors qu'une guerre dévastatrice sévit au Soudan depuis 1 an, opposant l'armée soudanaise aux milices paramilitaires des forces de soutien rapide. Al-Fashir est la capitale du Darfour et aussi la seule grande ville de la région qui échappe encore au contrôle des FSR. Dans une déclaration officielle, le Conseil de sécurité a appelé les autorités soudanaises à mettre fin à toute accumulation de forces militaires et aussi à prendre des mesures concrètes pour désamorcer la situation. Les responsables de l'ONU ont également mis en garde contre le danger imminent pour environ 800 000 habitants d'Al-Fashir. Cette nouvelle escalade des tensions souligne l'urgence pour la communauté internationale de promouvoir la paix au Soudan. L'Agence des États-Unis pour le développement a récemment visité la province angolaise de Benguela pour soutenir le corridor de Lobito, un projet ferroviaire visant à relier la RDC et la Zambie aux marchés internationaux via le port de Lobito. Dans ce contexte, nous croyons que notre corridor de Lobito deviendra une infrastructure décisive pour le partenariat entre les États-Unis et l'Angola, et aussi entre l'Union européenne et notre pays. Ce projet est un élément extrêmement précieux pour la politique mondiale et la géostratégie. En mettant l'accent sur le développement, à Benguela, les États-Unis ont alloué 5 millions de dollars aux agricultrices des provinces traversées par le corridor. À ce jour, ces appels d'offres publics réussis pour la participation du secteur privé ont permis d'engager des centaines de millions de dollars dans cette région. Et ce montant ne cessera pas de croître. Le corridor de Lobito revêt une importance cruciale en tant qu'axe majeur de circulation des matières premières et des marchandises en Afrique australe.
C'est notre défi immédiat, relancer l'économie angolaise et africaine en investissant dans des projets capables de créer de la valeur, de la richesse, des emplois, du bien-être économique et social en amont et en aval du transport. L'UE et les États-Unis ont investi dans ce projet dans le cadre d'une rivalité avec la Chine pour l'accès au cobalt et au cuivre. L'Afrique du Sud a célébré samedi le 30e anniversaire de l'abolition de l'apartheid. La cérémonie, organisée dans la capitale Pretoria, comprenait une salve de 21 coups de canon et le déploiement du drapeau national pour marquer aussi la naissance de la démocratie. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a présidé l'événement. Nous avons brisé les chaînes qui nous entravaient depuis des siècles. Le fardeau de l'oppression ne nous retenait plus. Et même si nos dos portaient encore les marques des coups de fouet infligés par nos oppresseurs pendant plus de 300 ans, ce jour-là, il y a 30 ans, en tant que peuple uni, nous sommes restés debout en tant que Sud-Africains. En tant que dirigeant du Congrès national africain, Ramaphosa a également salué le bilan du parti. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous nous rassemblons en tant que peuple de toutes les races dans ces mêmes bâtiments de l'Union, qui symbolisaient autrefois notre douleur et notre oppression. En célébrant ce jour, nous nous souvenons et rendons hommage à tous ceux qui ont lutté pour la justice, la paix et la liberté en Afrique du Sud, notre pays. Les derniers sondages prédisent que la popularité en déclin de l'ANC pourrait le priver de sa majorité parlementaire pour la première fois lors des élections du mois prochain. Quelques jours après l'installation du Conseil présidentiel de transition, les Haïtiens réclament des mesures rapides pour faire face à la crise. La liste des exigences est claire, sécurité, nourriture et emploi. Ces besoins fondamentaux résonnent à travers Port-au-Prince. La priorité du Conseil présidentiel doit être de s'attaquer à l'insécurité. Ce problème a rendu notre pays invivable. Nous sommes désespérés. Nous cherchons un refuge partout, sans répit. Après la sécurité, ils doivent s'attaquer à la crise alimentaire, car les gens souffrent de la pauvreté. J'espère que les membres du Conseil présidentiel vont travailler ensemble pour rétablir la sécurité, car c'est ce qu'il faut pour que le pays redevienne viable. En réalité, c'est l'insécurité qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Un pays sans sécurité est un pays où il ne peut pas avoir de développement. Depuis les serments prononcés jeudi dernier, le Conseil composé de 9 membres n'a pas encore annoncé de stratégie pour établir l'ordre. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une utilisation répandue et inappropriée des antibiotiques durant la pandémie de Covid-19. Le docteur Margaret Harris, porte-parole de l'OMS, a souligné vendredi à Genève que la Covid-19 étant une infection virale, l'utilisation d'antibiotiques n'était recommandée qu'en cas d'infection bactérienne secondaire. Le seul moment où il faut utiliser des antibiotiques pour une infection virale est lorsqu'il existe une infection bactérienne secondaire avérée et sensible à ces antibiotiques. Ils n'ont donc pas été utilisés de manière appropriée. L'utilisation systématique d'antibiotiques accroît le risque de développer une résistance, rendant ces médicaments moins efficaces lorsqu'ils sont nécessaires pour traiter une infection bactérienne.
Les données recueillies par l'OMS ont révélé que malgré une diminution des prescriptions en Europe et dans les Amériques entre 2020 et 2022, l'Afrique a enregistré une augmentation de l'utilisation d'antibiotiques.